Il existe en France une hémorragie silencieuse. Elle ne sature pas les urgences, elle ne brûle pas de voitures, et elle ne fait pas la une des journaux de 20 heures. Pourtant, c'est peut-être la plus grave menace qui pèse sur l'avenir de la nation. Cette saignée se déroule chaque matin dans les terminaux de Roissy-Charles de Gaulle, sous la verrière de la gare du Nord, ou dans les files d'attente des services d'immigration à Montréal, Londres, Dubaï ou Singapour. Oubliez l'image du retraité qui part chercher le soleil au Portugal. Ceux qui partent aujourd'hui sont ceux que la République a mis 20 ans à former, à éduquer et à soigner. C'est la sève vitale du pays. Les ingénieurs, les médecins, les entrepreneurs, les chercheurs. On appelle cela la fuite des cerveaux, ou brain drain. Mais la réalité est plus brutale. C'est un exode de la compétence. Ces milliers de jeunes ne partent pas par simple curiosité touristique. Ils votent avec leurs pieds. C'est un référendum cinglant contre un modèle social à bout de souffle, une perte de confiance totale envers un pays qui ne parvient plus à retenir ses propres enfants. Dans une économie mondiale basée sur la connaissance, perdre sa jeunesse, c'est hypothéquer son avenir. La France est-elle en train de devenir un musée à ciel ouvert, vidé de son énergie vitale? C'est ce que nous allons analyser. Chapitre 1. Le mythe de la méritocratie et le déclassement salarial. Pour comprendre cette vague de départ, il faut regarder en face la trahison de la promesse républicaine. Pendant des décennies, le contrat était clair. Travaille à l'école, obtiens un bac plus 5, et l'État te garantira un statut et une sécurité. Aujourd'hui, ce contrat est rompu. La France forme une élite intellectuelle massive, mais son économie, en manque de croissance structurelle, est incapable de l'absorber à sa juste valeur. Sur le terrain, la réalité est celle d'un déclassement social violent. Une fois l'inflation déduite et le coût du logement dans les grandes métropoles intégrées, le pouvoir d'achat d'un jeune cadre parisien est souvent inférieur à celui de ses parents au même âge. Nous assistons à une inflation des diplômes. Des jeunes surqualifiés se battent pour des salaires d'entrée qui stagnent, générant une frustration immense. Face à cela, l'étranger n'est plus un exil, c'est un refuge méritocratique. Il suffit de traverser la frontière vers la Suisse, le Luxembourg ou les États-Unis pour voir, à compétences égales, son salaire net doubler, voire tripler. Ce différentiel est devenu insoutenable. La France est devenue une formidable machine à subventionner, elle, économie de ses voisins. Le contribuable français finance l'éducation d'ingénieurs de haut vol qui iront, in fine, créer de la richesse et payer leurs impôts ailleurs. Chapitre 2. L'enfer fiscal et la rupture du consentement à l'impôt. Si le manque d'opportunités est l'étincelle, la fiscalité est le carburant de l'incendie. La France détient le record mondial des prélèvements obligatoires. Pour un jeune actif qui lance sa carrière, la lecture de sa fiche de paie est une douche froide. L'écart entre le coût employeur, le super brut, et le net viré sur le compte en banque est abyssal. Plus de 50% de la valeur du travail est captée par la sphère sociale. Historiquement, les Français acceptaient cet impôt élevé en échange de services publics d'excellence. C'était le pacte social. Mais aujourd'hui, le consentement à l'impôt s'effondre. La génération actuelle a le sentiment d'un mauvais deal. Elle paie des taxes de niveau scandinave pour des services publics en voie de tiers-mondisation. Hôpitaux saturés, déserts médicaux, transports en commun défaillants, insécurité grandissante. Où passe l'argent? Pire encore, la structure de la dépense publique est perçue comme un piège intergénérationnel. Les jeunes actifs ont la lucidité mathématique de comprendre qu'ils financent, via un système de répartition à bout de souffle, les retraites d'une génération de baby-boomers nombreuses, tout en sachant que les caisses seront vides pour eux. Cotiser à perte pour un système qui ne vous protège plus n'est plus vu comme de la solidarité, mais comme de la confiscation. C'est ce sentiment d'injustice qui pousse à l'expatriation fiscale et professionnelle. Chapitre 3. Gérontocratie et crise du logement. Au-delà de l'argent, c'est la sclérose de la société française qui étouffe sa jeunesse. Sociologiquement, la France est devenue une gérontocratie. Le poids électoral des seniors dicte l'agenda politique, favorisant systématiquement la rente et la préservation du patrimoine existant au détriment du risque et de l'innovation. L'exemple le plus flagrant est la crise du logement. L'accès à la propriété, étape clé de la construction d'un patrimoine, est devenu une chimère pour la majorité des moins de 35 ans. Avec des prix de l'immobilier décorrélés des revenus et des taux d'intérêt qui bloquent l'accès au crédit, le jeune actif est condamné à être un locataire perpétuel reversant une part massive de son salaire à une génération de multipropriétaires plus âgés. Impossible de s'enraciner, impossible de se projeter. Dès lors, partir devient plus facile. Enfin, le monde du travail français souffre encore d'une culture du management vertical et rigide. Là où les pays anglo-saxons ou asiatiques valorisent l'audace et le droit à l'erreur, la France demande des diplômes prestigieux et respecte l'ancienneté. Les jeunes entrepreneurs, étouffés par la lourdeur administrative et la peur de l'échec, partent chercher des écosystèmes plus dynamiques.
Ils fuient un pays qui semble avoir peur de son propre avenir pour rejoindre des nations qui parient sur eux. Chapitre 4. L'insécurité du quotidien et la charge mentale. Si les raisons économiques et fiscales constituent le socle rationnel du départ, il existe une raison émotionnelle viscérale qui agit comme un accélérateur de particules pour les candidats à l'expatriation. La dégradation de la qualité de vie et le sentiment d'insécurité. Ce n'est pas un sujet que l'on trouve nécessairement dans les colonnes des journaux économiques, mais c'est celui qui revient systématiquement dans les conversations privées, lors des dîners entre amis ou sur les forums d'expatriés. La France, et particulièrement ses grandes métropoles comme Paris, Lyon ou Marseille, est devenue pour beaucoup une source d'épuisement nerveux. Il ne s'agit pas seulement de la grande délinquance ou des chiffres officiels du ministère de l'Intérieur sur les cambriolages et les agressions, qui sont déjà préoccupants. Il s'agit d'une atmosphère, d'une tension latente, d'une charge mentale sécuritaire. Le jeune actif qui rentre tard du travail doit scanner son environnement, éviter certains regards, changer de trottoir, retirer ses écouteurs dans le métro. Cette vigilance permanente, ce radar toujours allumé, est une consommation d'énergie psychique colossale qui n'existe pas, ou beaucoup moins, dans des villes comme Tokyo, Singapour, Montréal, Dubaï ou même Varsovie. Ce contraste est brutal pour ceux qui voyagent. Lorsqu'un expatrié revient en France pour les vacances, le choc est souvent immédiat. La saleté des rues, les incivilités constantes, l'agressivité au volant, la saturation de l'espace sonore. Il réalise alors que ce qu'il considérait autrefois comme normal ou faisant partie du charme urbain est en réalité une anomalie pathologique. À l'étranger, découvrir que l'on peut laisser son ordinateur sur une table de café pour aller aux toilettes sans qu'il ne disparaisse, ou que l'on peut rentrer chez soi à 3 heures du matin en toute sérénité, provoque un déclic irréversible. On redécouvre le luxe suprême, la tranquillité d'esprit. Le débat sur l'ensauvagement de la société, souvent polarisé politiquement, est vécu concrètement par les citoyens. Pour les jeunes femmes en particulier, l'espace public français est devenu un terrain hostile. Le harcèlement de rue et l'insécurité dans les transports en commun ne sont pas des faits divers, mais une réalité quotidienne qui restreint leur liberté de mouvement. Face à cela, l'État semble impuissant, la réponse pénale inadaptée et la police débordée. Beaucoup de jeunes couples, au moment de fonder une famille, regardent la carte du monde et se posent cette question terrible. Est-ce ici, dans ce climat de tension, que je veux voir grandir mes enfants ? La réponse est de plus en plus souvent négative. Ils partent chercher ailleurs ce que la République ne garantit plus, la paix civile. Chapitre 5. L'effondrement des piliers, école et santé. Le pacte républicain reposait sur 2 piliers sacrés, 2 fiertés nationales qui justifiaient à elles seules le niveau élevé de l'impôt. Une éducation nationale d'excellence et un système de santé que le monde nous enviait. Aujourd'hui, ces 2 piliers s'effritent sous nos yeux, et c'est un moteur puissant d'exil pour les familles qualifiées. Regardons d'abord l'école. Les résultats des études internationales, et notamment le classement PISA, sont sans appel. La France dégringole. Le niveau en mathématiques et en sciences s'effondre, la maîtrise de la langue française recule. Mais au-delà des notes, c'est l'environnement scolaire qui inquiète. La crise de l'autorité, le manque de moyens, la violence scolaire et le nivellement par le bas des exigences pédagogiques poussent les parents soucieux de l'avenir de leur progéniture à des stratégies d'évitement. Ceux qui en ont les moyens se ruent vers l'école privée hors contrat, créant une ségrégation scolaire de fait. Mais pour beaucoup de jeunes diplômés, la logique est différente. Pourquoi payer des impôts astronomiques pour une école publique défaillante, tout en devant payer en plus une école privée onéreuse ? L'expatriation devient alors un calcul rationnel pour l'éducation des enfants. Dans des pays comme le Royaume-Uni, le Canada ou dans les lycées français de l'étranger, souvent bien meilleurs que ceux de la métropole, ils trouvent un cadre éducatif qui valorise l'effort, la discipline, le sport et l'épanouissement de l'enfant, loin du mammouth bureaucratique français. Le constat est tout aussi amer concernant la santé. Le mythe du meilleur système de santé au monde a vécu. La réalité du terrain, c'est la crise de l'hôpital public, les urgences de saturés, où l'on attend des heures sur un brancard, et surtout l'apparition de déserts médicaux qui ne concernent plus seulement les campagnes reculées, mais aussi les périphéries des grandes villes et même certains quartiers de Paris. Trouver un médecin traitant, obtenir un rendez-vous chez un spécialiste, ophtalmologue, dermatologue, pédiatre, en moins de 6 mois relève désormais de l'exploit ou du piston. Pour une population active qui cotise massivement à la sécurité sociale, cette dégradation de l'accès aux soins est vécue comme une rupture de contrat. À l'étranger, bien que les systèmes soient souvent plus coûteux ou basés sur des assurances privées, l'accès est rapide, les équipements modernes et le service orienté vers le client patient. Le jeune cadre français préfère souvent payer une assurance privée chère à l'étranger pour être soigné en 24 heures, plutôt que de cotiser gratuitement en France pour être soigné en 6 mois.
C'est la fin de la croyance en l'infaillibilité de l'État-providence. Chapitre 6. La mentalité, la jalousie et la déprime nationale. Il y a enfin une raison immatérielle, culturelle, presque philosophique, qui pousse les talents hors des frontières. C'est ce qu'on pourrait appeler l'atmosphère psychologique de la France. Le pays souffre d'une forme de dépression collective, d'une morosité ambiante entretenue par un cycle médiatique anxiogène et une culture de la plainte. En France, la réussite est suspecte, l'ambition est souvent confondue avec de l'arrogance, et l'argent reste le dernier grand tabou. Celui qui réussit, qui gagne bien sa vie, qui innove, doit souvent se justifier, voire s'excuser. Il s'expose à la jalousie sociale, aux remarques acerbes, à la suspicion fiscale. Il y a cette idée ancrée que la réussite de l'un se fait forcément au détriment de l'autre, dans une vision du monde à somme nulle. Cette mentalité du nivellement par le bas, où l'on préfère couper les têtes qui dépassent plutôt que d'aider les autres à grandir, est étouffante pour les esprits créatifs et conquérants. A l'inverse, dans les pays anglo-saxons, en Amérique du Nord ou dans les nouveaux centres économiques d'Asie et du Moyen-Orient, l'état d'esprit est radicalement différent. L'énergie est positive, la réussite est célébrée comme un moteur pour la communauté. On ne vous demande pas « d'où viens-tu » ou « qui sont tes parents », mais « que sais-tu faire » et « où veux-tu aller ». Ce pragmatisme, cet optimisme, cette can-do attitude agissent comme une bouffée d'oxygène pour les expatriés français. Ils découvrent qu'ils peuvent parler de leurs projets sans être jugés, qu'ils peuvent échouer et rebondir sans être stigmatisés à vie. Ils réalisent à quel point la lourdeur administrative et le pessimisme français pesaient sur leurs épaules comme une chape de plomb invisible. C'est souvent ce point précis qui rend le retour en France le plus difficile. Une fois que l'on a goûté à une société basée sur la confiance, l'encouragement et la liberté, il est terriblement douloureux de revenir dans une société de la défiance, de la norme et du contrôle. La France est un pays magnifique, doté d'une culture, d'une histoire et de paysages exceptionnels. Mais pour sa jeunesse active, elle est devenue un musée poussiéreux, administré par des gardiens rigides, où il est interdit de courir, de toucher et de rêver trop grand. L'expatriation n'est pas un rejet de la France en tant que terre, c'est un rejet de la France en tant que système bloqué. Chapitre 7. Le point de non-retour. Vers un hiver démographique, nous arrivons ici au cœur du danger. Si cette hémorragie continue, à quoi ressemblera la France de 2040 ? Les projections sont sombres. Un pays qui ne retient pas sa jeunesse est un pays qui prépare son obsolescence programmée. Nous risquons de voir émerger une France à deux vitesses, ou plutôt une France coupée en deux. D'un côté, des métropoles gentrifiées et vieillissantes, peuplées de retraités aisés et de touristes, transformées en réserves patrimoniales. De l'autre, une économie de services ubérisée, reposant sur une main-d'œuvre peu qualifiée, souvent issue de l'immigration récente, chargée de s'occuper des plus âgés. Entre les deux, le vide. La classe moyenne supérieure productive, les innovateurs, les créateurs de PME, les chercheurs, auront disparu ou ne reviendront que pour les vacances. Ce scénario est celui de la Grèce-ification ou de la portugalisation de l'économie, mais à l'échelle d'une puissance nucléaire membre du G7. Sans cette base fiscale dynamique, comment financer notre modèle social ? Comment rembourser la dette ? Comment maintenir nos infrastructures ? C'est un cercle vicieux. Moins de jeunes actifs signifie moins de recettes fiscales, donc une hausse des impôts pour ceux qui restent, ce qui accélère encore les départs. Est-il trop tard pour inverser la tendance ? L'histoire montre que les nations ont des ressources insoupçonnées. Mais le sursaut ne viendra pas de mesures mains cosmétiques ou de petits chèques. Il faudra un choc d'attractivité majeur. Il faudra accepter de revoir de fond en comble la fiscalité du travail pour que le travail paie enfin. Il faudra libérer le logement, récompenser le risque, restaurer l'autorité et la sécurité. Il faudra, en somme, que la France aime sa jeunesse autant qu'elle aime son passé. Car ne nous y trompons pas, ceux qui partent ne sont pas des traîtres à la nation. Au contraire, beaucoup partent le cœur serré avec la nostalgie de la France qu'ils aiment. Ils sont souvent les meilleurs ambassadeurs de notre culture à l'étranger. Leur départ est un appel au secours, un signal d'alarme hurlant que le système actuel court à sa perte. La question n'est plus de savoir pourquoi ils partent. Nous le savons désormais. La question est, la France aura-t-elle le courage de changer suffisamment pour leur donner envie de revenir ? L'exode n'est pas une fatalité, c'est la conséquence de choix politiques et sociétaux. Il appartient à la France de décider si elle veut rester une grande puissance vivante et innovante ou devenir la plus belle maison de retraite du monde. Le sablier coule, et chaque jour, un avion décolle en emportant un peu plus de notre avenir. Le constat est dur, mais il est nécessaire. Si cette analyse a résonné en vous, ou si vous envisagez vous-même de partir, votre témoignage est précieux pour comprendre l'ampleur du phénomène.
Abonnez-vous pour soutenir cette démarche d'investigation indépendante et dites-nous en commentaire qu'est-ce qui pourrait vous retenir ou vous faire revenir en France aujourd'hui. Le débat est ouvert.